Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV, que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi. Driss qui n'est pas avec nous, mais à Montréal. Salut Driss. Salut Alexandre, salut tout le monde. Alors t'as un problème d'avion, mais c'est pas Air France en plus. Non, effectivement, je suis bloqué à Montréal. Bon, il fait beau, il est très tôt, là, il est 6h du matin ici, mais on va essayer de faire l'émission. Bon, t'as eu le temps de t'habiller, c'est bien. Je crois que t'es parti essayer un nouveau véhicule qu'on verra bientôt dans le garage. Exactement, on est là pour essayer le Can-Am Spyder F3. Je sais que Vincent adore ce véhicule et on a pas mal de surprises sur celui-ci, donc ce sera une émission intéressante. Parfait. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur watch.tv. Tous les épisodes sont en replay. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur iTunes, télécharger les applications Windows et Android. iOS C pour bientôt, nous dit-on. Nous suivre sur les réseaux sociaux, @leGarageWatch. Sur la Freebox, canal 154, SFR 178 et d'autres suivront à n'en pas douter. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera à ce qui semble pouvoir être l'épilogue de la guerre que se sont livrés taxi et VTC ces derniers mois en France, avec en plateau pour en débattre Yves Weisselberger. Bonjour Yves, fondateur de Snapcar. Bonjour. Et Christian Delemel, président de la Chambre syndicale des artisans du taxi. Bonjour Christian. Bonjour. On se retrouve tout à l'heure pour parler avec nous de ce sujet depuis l'Allemagne, où le sujet est brûlant également. J'ai le plaisir d'accueillir un petit nouveau dans l'émission, monsieur Laurent R, journaliste automobile. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, tu es où en Allemagne ? Basé à Düsseldorf. À Düsseldorf, où les VTC sont arrivés il n'y a pas très longtemps, je crois. Depuis en fait cet été, oui, effectivement. Mais Uber est en activité depuis 2013 en Allemagne. On parlera de tout ça tout à l'heure. Au sommaire de l'émission également, on parlera de Renault qui semble vouloir tuer le monospace, Ford qui renouvelle sa Focus, l'Octavia qui chausse ses crampons et également la Lexus. On va se demander si la NX300H va ringardiser les SUV allemands. Pour parler de tout ça, j'ai également en plateau avec nous le plaisir d'accueillir l'ami Vincent Beaucousin Jamelin. Salut Alex, Vincent. bonjour à tous. Yagoto. Alors, prêt pour le mondial, Vincent ? Ah là, on est en plein dedans, c'est parti. C'est parti, alors ça commence en fin de semaine pour le grand public et pour 15 jours de nouveautés. Il y a pas mal de choses cette année, je crois. Il y a beaucoup de nouveautés, on parle de plus de 90 nouveautés, donc beaucoup de choses à faire et ce qui prouve que la voiture a encore de belles heures. Alors le mondial ou le garage sera présent, bien sûr, avec une émission spéciale, on en reparlera. Maintenant que toutes les forces en présence sont connues, je vous propose qu'on se retrouve après un petit break. À tout de suite. Alors Vincent, Renault a annoncé il y a quelques jours à peine un nouvel espace. Est-ce que c'est encore un espace ? Alors voilà, c'est la question qu'on peut se poser. C'était la question qu'on pouvait se poser. On va pouvoir voir à l'image ce que c'était que l'espace. Il y a en 1984, quand il est sorti. Enfin, tout le monde le connaît. C'est on va dire le papa des monospaces français. Un concept qui a été un peu importé des vannes américains. Tout à fait. C'était l'idée de son concepteur, c'était de ramener le van américain en Europe. Alors voilà, on a des images d'époque. C'est brut de décoffrage. On voit le concept du véhicule, modularité, des sièges à ne plus savoir quoi en faire, qui se tournent dans tous les sens. Alors tout ça, ça a évolué avec les années. Et le nouvel espace que présente Renault, qui est la 4e, 5e génération, n'a visiblement plus rien à voir. Alors, il n'y a pas encore d'image officielle de ce véhicule. Il y a un mini-site que Renault a mis en ligne qui s'appelle crossover.renault.com, si je dis pas de bêtises. Donc le mot monospace disparaît complètement et on va le voir, le véhicule dont on voit la silhouette, on le voit pas encore vraiment dans le détail, n'a plus rien à voir avec visiblement ce qu'était l'espace. De toute façon, le grand monospace en Europe s'était profondément ringardisé au profit des marchés des gros SUV qu'on peut connaître. Maintenant, pour Renault, il semble que l'espace ce soit dans une famille quelque chose de très important dans la gamme. Et ils n'ont pas voulu abandonner ce nom, mais il fallait, c'est sûr, profondément le faire évoluer. Alors voilà, on le voit. Alors si on regarde que la silhouette, on peut se dire que c'est encore un monospace, mais il se muscle visiblement. On devine des épaules un peu plus larges. Ça c'est ce qu'on appelle un screencast qu'on a fait du
du site internet que Renault a mis en ligne. On voit c'est très viril, on va dire. Hein. Oui, là, il rentre complètement dans les codes du crossover, puisqu'on le voit également sur d'autres images. Il a une assiette rehaussée, il prend des côtés un peu baroudeurs. L'idée, c'est encore de savoir si ce sera toujours un monospace avec 7 places ou pas. Mais c'est la seule chose d'ailleurs qui pourrait rester du monospace, c'est cette fameuse habitabilité. Alors voilà, je crois que Carlos Ghosn ce matin, qui était invité sur l'antenne de France Inter, l'a présenté effectivement comme à la fois un crossover et un 4x4, ce nouvel espace. Donc on est dans l'univers du SUV, qui est un des rares segments à progresser en Europe, on l'a déjà dit. Laurent R, le SUV en Allemagne, c'est sur la même courbe de progression qu'en France ? Oui, c'est un carton plein pour le SUV. Dernièrement, chez Porsche, on nous a annoncé que depuis 2007, le segment avait augmenté de 300%. Donc c'était très prometteur. Donc Porsche avec deux produits, hein, le Cayenne qui est le SUV historique de Porsche maintenant, qui a une dizaine d'années, et le petit dernier, le Macan, dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est sorti il y a à peu près 6 mois, dont on s'était posé la question de savoir si c'était toujours un Porsche, et visiblement oui. Alors pourquoi je posais la question de savoir si Renault tuait le SUV, c'est parce que concomitamment, on va dire, sort sur le marché la nouvelle petite Twingo. Elle a été présentée à Genève, hein, il y a de ça quelques mois, on en a déjà parlé. Maintenant, on a pu l'essayer. Vincent, je ne sais pas si tu as pu essayer toi la Twingo, personnellement. Je ne l'ai pas fait, c'est un de mes journalistes qui l'a fait, mais j'ai lu son compte-rendu avec beaucoup de curiosité, parce que la Twingo, c'était aussi le premier mini-space du marché, et qui a, au bout du compte, on se rend compte, dans cette nouvelle mouture, plus rien à voir avec la première génération. Voilà, alors la Twingo historique, on va également voir à l'image, hein, qui avait cette petite forme de bulle qu'on voit toujours beaucoup dans la rue, qui a énormément plu. Hein, c'est la voiture qui, à l'époque, on va dire, a ringardisé et remplacé la Fiat 500 quelque part, hein, en tout cas chez nous. La nouvelle n'a effectivement plus rien à voir avec ça. Alors elle ressemble, chez Renault, ils sont pas trop d'accord pour qu'on dise ça, mais elle ressemble quand même beaucoup à la Fiat 500 actuelle. Vincent, je pense que tu es assez d'accord. Oui, il y a un petit peu de cette idée dedans, même si on peut aussi voir quelques inspirations plus sympas chez Renault, comme quelques réminiscences de la fameuse 4 chevaux, avec une architecture assez similaire, une garde au toit rehaussée comme aussi dans cette voiture. Bon, c'est légitime qu'elle fasse penser à la Fiat 500, puisque la 500, c'est le carton actuel sur le marché des citadines. Et puis il y a quand même quelques traits effectivement qui y ressemblent. Alors c'est pas la seule à lui ressembler. On avait vu ça il y a quelques mois à Genève. Il y a une espèce de feu nourri de toutes parts sur Fiat qui lui de son côté a curieusement du mal à renouveler cette icône, et qui continue de survivre dessus. Voilà, la nouvelle Twingo, c'est ça. Alors moi, pour avoir essayé cette voiture, je dois dire que ça fait débat, parce que j'étais un petit peu déçu par rapport à la promesse. C'est-à-dire que Vincent parlait de l'architecture, moteur à l'arrière. Là, on voit une finition un petit peu punchy, avec un stripping, hein, ces autocollants sur le côté, des grosses roues, des sièges un petit peu baquets. Voilà, une ambiance un peu sportive. Et je pense que ton journaliste a dû te remonter également ça. Cette voiture, finalement, est pas très sportive. Non, on le sait que de toute façon, le marché de la citadine en soi est pas fait pour être réellement sportif. Parfois, il y a des séries un petit peu limitées. Maintenant, on se rend compte que sur tous les véhicules vendus, quel que soit le segment, aujourd'hui, c'est quand même le client qui réclame ça, à savoir, moi je dis toujours, avoir un survêtement de sportif avec un look assez présent. Alors ça, la Twingo le réussit. Là où tu seras certainement plus d'accord avec moi, c'est sur l'habitabilité qui, aux places arrière, c'est considérablement réduite, en perdant justement le côté monospace que tu évoquais, avec cette fameuse banquette qui n'est plus absolument. Voilà, la modularité a été un peu abandonnée. Alors on continue à trouver des petites astuces, des rangements sous les sièges, des choses comme ça, mais effectivement la banquette ne coulisse plus, concrètement, hein, si on n'est pas un enfant, on ne s'assied plus à l'arrière de la Twingo. Hein. Les sièges sont très raides, c'est absolument inconfortable. Au niveau des tarifs, elle démarre à 10 800 €. Alors pour ce prix-là, on a une version une 70 chevaux essence. Il n'y a pas de diesel, hein, d'ailleurs, sur la Twingo. Ça, c'est une constante. La deuxième motorisation, c'est le même moteur mais turbo compressé, donc il développe à ce moment-là 90 chevaux, et qui commence un petit peu au-delà de 1300 €. Donc oui, je parlais un petit peu de déception. Alors
moi, j'en ai eu un également dans la position de conduite, figure-toi, parce que cette voiture, alors une chose qui est bien, c'est un repose-pied, mais qui est situé très en retrait pour le pied gauche, ce qui fait qu'on a le genou qui remonte un petit peu dans le volant, et ça, j'en ai discuté avec pas mal de confrères, c'est également quelque chose qui est remonté de part et d'autre. Alors, elle est très sécurisante, cette voiture, puisqu'elle est bardée d'aides électroniques, et c'est justement ça qui annihile complètement le petit tempérament sportif qu'on aurait pu attendre d'une propulsion, en fait. Ouais, ça c'était un débat sur lequel les passionnés s'étaient excessivement jetés. Moi je m'attendais à ça, hein. Tout le monde se disait une propulsion avec un moteur arrière. Bon, c'est pas un Porsche Cayman, on savait que la voiture allait pas être, pour être sportive et joueuse, c'est destiné quand même à déplacer, on va dire, la ménagère de plus de 40 ans avec ses enfants pour aller à l'école. Donc il était évident que Renault allait en faire quelque chose d'ultra sécurisé, aux grandes dames peut-être d'une minorité de sportifs. Maintenant, je pense que la voiture, elle est bien dans sa définition, elle est bien dans l'idée de ce à quoi elle va servir. Alors, elle est surtout plutôt très bien finie. Moi, j'ai remarqué. Elle est même en progrès par rapport à la Clio, qui est le fer de lance de Renault. Laurent, si tu es là, elle a été accueillie comment, cette Twingo, par les médias allemands et par les Allemands en général ? Non, très bien, très bien. Les Allemands sont très curieux de voir ce que ça va donner au mondial, de même que le nouvel espace est très très commenté sur les sites. Alors pas toujours de la meilleure façon, parce que par exemple on pourrait reprocher au nouvel espace sa faible surface vitrée, et puis surtout sa ressemblance avec le S-Max. Bon, quant à la nouvelle Twingo, effectivement, elle est sexy, elle a du peps, mais elle se rapproche beaucoup trop de la Fiat 500, selon les médias allemands. Et alors, on peut aussi rappeler qu'elle sert de base à la nouvelle Smart qu'on va voir également durant ces 15 jours au mondial, à la version 4 portes de la Smart notamment. Là, j'ai pas d'autres informations à vous communiquer, sauf que peut-être deux petites comparaisons qui peuvent être rigolotes sur l'avenir du monospace, puisque Citroën C8 s'est vendu à 13 exemplaires au premier semestre et le Peugeot 807 à 17 exemplaires. En fait, il se vend très peu de monospace en Allemagne. Et c'est aussi contradictoire parce que Volkswagen s'apprête à sortir le nouveau Touran qui, lui, va être un vrai 7 places avec un volume gigantesque, nous promettons. On va suivre tout ça avec attention. Le monospace, on en a vu au niveau du transport de personnes. Chez le taxi, aujourd'hui, la tendance, c'est quoi ? C'est la même que le marché, c'est-à-dire les artisans taxistes se tournent plus vers du SUV, quitte à prendre des véhicules plus hauts et plus gros, ou bien se concentrent sur des berlines ? Non, ce qu'on voit souvent, c'est les véhicules allemands de haut de gamme, donc en ce qui concerne l'espace. Voilà. Mais il y a très peu d'espace, On voit quelques Ford, C-Max, mais l'essentiel, ce sont les véhicules Mercedes. Alors on va passer au produit d'une autre marque qui, elle, est également chère au taxi, puisque je parlais de Skoda. Skoda qui chausse les crampons à son Octavia, qui rechausse des crampons à son Octavia avec une version Scoot. Driss, je crois que tu es allé l'essayer récemment. Exactement, oui. On était donc Vincent également parti en Slovénie pour essayer cette nouvelle Octavia Scoot. Donc l'Octavia Scoot qui vient s'ajouter aux nombreuses Octavia chez Skoda. C'est pas un 4x4, hein. Faut bien qu'on précise. Cette Octavia, c'est une 4 roues motrices. Ça reste une voiture familiale avec une transmission intégrale, mais qui permet également d'aller sur les chemins de terre. Vincent, toi, avant l'émission, on en a parlé. Tu as visiblement beaucoup apprécié ce véhicule. Oui, moi je trouve que... Alors on parlait monospace, mais il y a une véhicule qui a quand même existé depuis quasiment le début de l'automobile, c'est bien le break. Et alors quand on trouve ces versions 4 roues motrices que j'apprécie particulièrement, parce qu'il y a non seulement le concept de sécurité de ces 4 roues motrices qu'on peut trouver sous la pluie, sous la neige, sous tout ce qu'on veut, et également finalement ce break familial 4 roues motrices, c'est aussi quand même un engin de liberté qui symbolise le plus la possibilité de faire tout ce qu'on veut avec sa voiture. Et cette Skoda Octavia Scoot, elle est dans la très bonne lignée. Driss disait, il y a un Haldex 5 qui gère la transmission intégrale, qui permet vraiment de passer dans des chemins assez abîmés ou très glissants, très gravillonneux et vraiment très forts. On a fait un long parcours sur ces chemins où on peut rouler à 80, 100, 120 km/h en toute sécurité. La voiture bouge pas, la motricité elle est parfaite. Et surtout, alors ce que j'ai trouvé, c'est que aujourd'hui cette Skoda Octavia Scoot,
c'est quand même un outil impressionnant pour à partir de 30 500 € avec le TDI d'entrée de gamme et la boîte méca de mémoire, c'est le TDI 150 chevaux. C'est ultra équipé, c'est ultra sécurisant, on a un très bon moteur. On se demande ce qui reste au plus gros, c'est là on peut peut-être jeter un pavé dans la mare. Qu'est-ce qui reste encore au Audi Allroad face à cette Octavia Scoot qui manque franchement pas de qualité. Alors l'Audi Allroad est effectivement c'est la cousine, hein, enfin c'est la cousine premium, on va dire. Tu vois d'autres véhicules dans l'univers concurrentiel de ce break 4x4 ? Alors, finalement, il y a assez peu de break 4x4, vrais 4x4, on va dire. Il y en a beaucoup qui tentent d'être baroudeurs. On a chez Citroën le C5 Cross Tourer, qui a un système de grip renforcé sur le train avant, mais c'est jamais une 4 roues motrices. On a également chez Opel l'Insignia, mais qui va être plus cher pour finalement des qualités pas forcément plus renforcées. Et après, on trouve bien entendu toutes les cousines Volkswagen, Audi dans le spectre de cette voiture, mais encore une fois, Skoda prend tout le monde un peu à contre-pied en proposant vraiment quelque chose de très très bien à un tarif hyper accessible. Alors Driss, j'imagine que... Oui, vas-y, je t'en prie, réagis. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai été plutôt séduit par cette voiture, à la fois pour ses aptitudes sur route, parce que la motorisation est plutôt bonne, c'est très confortable. Ça peut même aller très vite pour un break. On s'est laissé surprendre sur l'autoroute en Slovénie. Et de la même façon, une fois qu'on était sur ces petits chemins là, comme on peut voir à l'image, la voiture se comporte parfaitement bien. C'est vraiment un gros coup de cœur pour le coup cette Octavia Scoot. Et il faudra aussi qu'on parle de tous les éléments technologiques pour le prix, parce que on a non seulement le régulateur de vitesse, on a également un système de maintien de voie, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vraiment une proposition extrêmement intéressante au regard de son prix. Alors j'imagine qu'il y a bien des choses qui t'ont pas plu, parce que là depuis tout à l'heure on est dithyrambique sur cette voiture qui je n'en doute pas est bourrée de qualité. Si tu devais lui trouver un défaut, ce serait quoi ? C'est un break. Oh, qui sait si bientôt t'en auras pas besoin. C'est tout ? C'est le seul défaut que tu vois ? Vincent ? Écoute, là à 6h du matin comme ça, c'est tout ce qui me vient. Non, vraiment très agréablement surpris par cette voiture. Encore une fois, je parlais du moteur. Si, tiens, ça y est, ça me revient. Donc le moteur, aucun souci. Au niveau du confort, des suspensions également, donc c'est très bien. Non, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est à l'intérieur, donc confort, tout ce qu'il faut au niveau des systèmes d'assistance électronique. En revanche, on a toujours ce GPS qui date de Mathusalem, si je puis dire. Il y a deux versions. Nous, on avait la version avec ce petit écran. C'est pas joli, ça fait vieillot. J'ai trouvé que c'était en décalage avec la voiture. Vincent, s'il y avait un défaut à trouver à cette Les défauts, moi je les trouve plus dans la conception de la gamme, à savoir que si tu prends le TDI 150 chevaux, tu n'as pas le droit d'avoir la boîte automatique DSG. Pour avoir cette boîte automatique DSG, il faut forcément passer sur le TDI 184 chevaux. Donc ça c'est un petit peu dommage, parce que je trouve que c'est surfacturé peut-être la boîte DSG. Pour un modèle plus puissant, ou quand on voit que le 150 chevaux comble déjà pas mal d'attentes. Et alors non, contrairement à Driss, je dirais pas que son défaut c'est d'être un break. Au contraire, c'est la force, puisqu'il en parlait en termes de performance. Si tu mettais un monospace en face de ce break, en termes de comportement routier, les performances seraient largement dégradées. Et je crois qu'il est vraiment plutôt dans l'air du temps. Encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien dire, un véhicule qui est dans l'air du temps, mais il correspond à ce que les gens attendent, je pense, d'une voiture aujourd'hui: de l'espace, du coffre, de la sécurité par les 4 roues motrices, et puis des performances sans trop consommer. Donc non, il est très très bien. Alors voilà, donc je rappelle, on est à peu près à 30 500 € pour le modèle de base, 33 000 € pour la version 184 chevaux. Visiblement, c'est quand même un modèle important chez Skoda, puisque 10% des Octavia Break sont achetés en version Scoot. C'est donc les 4 roues motrices sont finalement pas si décriées que ça en France. Enfin, elles le sont par certains, mais elles sont une réalité sur la route.
Oui, et Laurent qui est en Allemagne, je pense aurait des chiffres encore plus intéressants à nous donner. C'est vrai qu'en France, on a encore très peu adopté l'idée de forcément prendre un break ou une berline en 4 roues motrices, alors que l'argument aujourd'hui de sécurité et de maîtrise du véhicule est largement là. C'est un peu comme l'histoire des pneus hiver, où en Allemagne, à partir, je crois, du mois de 15 octobre, tout le monde passe en pneus hiver, et en France, on attend d'avoir de la neige et de se retrouver dans une situation compromettante pour aller acheter des pneus chez son revendeur. Voilà, prévenir, c'est guérir, et je pense que cette voiture, c'est à peu près ça pour une familiale. Laurent, les Allemands aiment ça, hein, les transmissions intégrales? Bien entendu, ici on voit beaucoup d'Audi Allroad circuler, et chez Skoda, ce qu'on voit le plus, c'est des Yeti. Voilà, Skoda Yeti qui a vraiment beaucoup de succès. Skoda qui est une marque très diffusée en Allemagne, hein, beaucoup plus qu'en France. Puisqu'on parle de 4x4, on va y rester. On va passer dans l'univers du SUV, cette fois pur et dur et assumé, avec le Lexus NX 300H. Driss, je me suis laissé dire que c'était une voiture dessinée par une pop star. Alors, c'est pas une voiture dessinée par une pop star. Il y a une version spéciale qui a été redessinée par will.i.am du groupe Black Eyed Peas. Donc forcément, c'est pas non plus le modèle qu'on voit là. Il a élargi un petit peu les ailes. Monsieur est très technologique, donc il a rajouté des capteurs un peu partout dans la voiture, parce qu'il disait à chaque fois qu'on est dans la rue, on dégaine son appareil photo, son smartphone pour prendre des photos. Donc lui a intégré directement les capteurs dans la carrosserie pour prendre des photos quand il conduit. Donc voilà, c'est l'égérie de la marque qui souhaite donner un côté jeune, moderne à ce Lexus NX 300H. Alors, tu l'as essayé également la semaine dernière, je crois. Tu vas pouvoir nous en parler. On se demandait avec Vincent si c'était pas un véhicule qui était propre à ringardiser l'offre des SUV premium allemands. Vincent? Le look est quand même époustouflant. On aime ou on n'aime pas. Je pense que ce sera dans la même lignée que le Nissan Juke. C'est clairement pas un véhicule où on va se dire oui, peut-être, pourquoi pas. Les gens ils diront il est super beau, ou alors ils diront c'est quoi ce truc. Bon, c'est vrai que c'est un peu un look quand même de manga. C'est un peu Goldorak. Goldorak, ouais. Voilà, tu me l'enlèves de la bouche. Mais maintenant, je trouve que c'est quand même un super pari. Les Japonais se réveillent en termes de design. Après nous avoir fait pendant des dizaines d'années des véhicules sans personnalité, sans aucune présence sur la route, ce NX a quand même une présence assez phénoménale, et voilà, c'est un beau parti pris en tout cas pour le design, et oser changer les choses. Et quand on le met à côté d'un X3 ou de son concurrent Audi Q5, les Allemands clairement ils sont derrière, on les voit pas du tout à l'image. Le NX, c'est quelque chose de très fort. Les Allemands restent plus conventionnels aujourd'hui. En gros, c'est un peu ton... Ils ont moins besoin peut-être de ce parti pris de design, puisque c'est les best-sellers du marché. Lexus comme Infiniti, qui est l'autre marque concurrente japonaise, ce sont deux marques qui sont excessivement diffusées aux États-Unis ou également en Russie, mais très peu chez nous, parce que c'est finalement des véhicules qui étaient peu connus, et pour survivre ou du moins surnager face à la grande marée allemande, aujourd'hui, si t'as pas un véhicule qui se démarque des autres et qui se fait remarquer, c'est impossible. Driss, est-ce que toi tu as essayé la voiture, je disais, Vincent aussi d'ailleurs, est-ce que pour vous le plaisir de conduire est proportionnel au look de la voiture, en partant du principe qu'on l'aime? Eh ben, c'est là que le bas blesse, si tu veux. Il y a deux versions de cette NX 300H. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va préciser H pour hybride. Hein. C'est une voiture hybride. On a ce gros méchant look, donc ce look assez novateur. Donc deux versions, une luxury et une sport. Qui se différencie essentiellement par tout ce qui est équipement, parce qu'au final le moteur est le même, et c'est là que le bas blesse. Eh ben, on n'a pas le même ressenti, si je puis dire, entre le look de la voiture et la conduite. C'est pas du tout une sportive, y compris en version sport. C'est une voiture confort, c'est plutôt une voiture cruising, si je puis dire. Je précise que cette voiture est à 0 € de malus, 121 grammes d'émissions de CO2. C'est un SUV. Quelle est la puissance de ce véhicule ? 194 ou 197 chevaux. Donc c'est en puissance cumulée électrique plus thermique. C'est plus ça ? Moteur thermique. Donc vous avez plusieurs versions. Hein. Vous avez une version avec
un moteur électrique, enfin 2 moteurs plutôt, ou 3 moteurs. Donc il y a une version 2 roues motrices et une version 4 roues motrices en gros, c'est ça ? 4 roues motrices, mais dans tous les cas, la puissance cumulée reste la même. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre rapidement, Vincent, pour conclure sur ce véhicule, tu veux ? Oui, il a une image sport. Maintenant, il y a un petit reproche qu'on peut lui faire parce que les performances sont quand même là. Maintenant, faut pas oublier non plus que c'est une hybride. Donc l'idée d'une hybride, ça reste quand même d'être efficient et de faire des économies d'énergie, même si on aurait envie de le brusquer un tout petit peu plus. Moi, le reproche que je vais faire au groupe Toyota aujourd'hui, c'est le seul défaut de ce véhicule, c'est peut-être sa boîte de vitesse CVT qui a toujours tendance à faire un petit peu trop mouliner le moteur. On l'a vu il n'y a pas très longtemps en essayant les technologies chez Volkswagen, à savoir la Golf GTE, l'Audi A3 e-tron, il y a la Passat GTE également qui arrive, où quand les Japonais nous ont toujours dit que faire une boîte de vitesse sur un véhicule hybride, finalement, c'était pas très opportun. Les Allemands arrivent avec une boîte double embrayage avec des rapports sur le moteur électrique et on se rend compte que l'agrément de conduite et pour le coup les performances arrivent via cette boîte. Alors peut-être que Toyota s'est un tout petit peu endormi avec son statut de premier constructeur mondial d'hybride avec une technologie qui a été largement approuvée puisqu'on fait effectivement des économies d'essence, on protège la planète en émettant moins de CO2. Maintenant attention, l'hybride tel qu'elle est apparue sur le marché ne suffit peut-être plus tout à fait aujourd'hui. Le client attend peut-être un petit peu plus, mais on peut avoir foi quand même chez Toyota pour réagir rapidement et très certainement mettre à jour sa technologie. Alors on sait que les taxis sont beaucoup mis à l'hybride. Est-ce que c'est pareil chez les VTC ? Est-ce qu'on en trouve dans la flotte ? Oui, on en trouve. Absolument. Et on va en trouver certainement de plus en plus. Et je sais que... Alors, oui, Driss, pardon, tu voulais intervenir ? Non, c'est moi, c'est Laurent. Pardon, Laurent, excuse-moi. Quelques précisions sur ce que disait Vincent par rapport avec ce type de boîte et j'étais surpris. Alors, Driss, si vous parlez en même temps, on va pas vous entendre. Laurent, vas-y. Ce Lexus, ça fait quand même réagir pas mal la presse. C'est vrai qu'il interpelle. Je vais vous donner quelques petits extraits, quelques petites coupures de presse qui sont parues récemment. Par exemple, vous avez Focus qui dit « Quel charisme, ce SUV ne veut pas plaire à tout le monde ». Le Lexus capte les regards, provoque l'enthousiasme, on ne sait plus où donner les yeux. Sans aucun doute, les designers ont eu du courage, ce qui est très amusant. Autobuild, dont l'équivalent de notre magazine Auto Plus, dit lui Lexus, jamais entendu parler, pas étonnant, le japonais représente en 2013 0,1% de part de marché, soit 1653 ventes. Côté design, effectivement, le SUV apporte un peu de fraîcheur sur le segment du SUV. Driss, tu voulais également rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Vincent au niveau de cette boîte. Moi, c'était la première fois que je l'essayais et j'ai été quand même surpris. C'est vrai que, notamment pour les dépassements par moment, faut vraiment anticiper parce qu'on va pas avoir l'allonge nécessaire pour effectuer le dépassement. En contrepartie, c'est extrêmement confortable et agréable de conduire cette Lexus. Et c'est là-dessus que je terminerai au niveau de la NX300H. C'est sur son confort. Les sièges, on a roulé pendant 2 jours. Les sièges sont très confortable. Vous avez tout un tas d'assistances. Vous avez un HUD qui vous permet d'afficher le GPS au niveau du pare-brise. Donc voilà, on a un look de sportive, mais en fait, on se retrouve plus dans une berline confortable. Premier prix de ce NX300H, Driss, on est autour de 35 000 euros, si je me souviens bien. Exactement, oui. Et alors, ça peut monter jusqu'à presque 60 000 en version sport. Beaucoup moins cher pour le coup, c'est la nouvelle Ford Focus, Ford qui renouvelle son icône. Et ben là encore, Driss, je vais te mettre à contribution, puisque toi aussi tu allais l'essayer. Vincent peut-être également d'ailleurs. Non, pas encore essayé celle-ci. Alors, Driss, écoute, en 2 minutes, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce véhicule ? Ce véhicule, donc c'est la 3e génération de Ford Focus qui vient de bénéficier d'un restylage, notamment au niveau de la face avant. Il va y avoir une certaine cohérence au niveau de la gamme chez Ford. Bon, si vous regardez bien, ça vous fait clairement penser à l'Aston Martin et ça lui donne un vrai look. Donc c'est une petite voiture vraiment très sympa, enfin petite. C'est une voiture au look très sympa. Au niveau des améliorations, ce sont surtout les moteurs qui ont été revus, avec notamment les moteurs EcoBoost qui sont chers à Ford. En 2 mots, un EcoBoost
EcoBoost sont des moteurs qui consomment moins et qui émettent moins de CO2. Deux versions, on a essayé la 1 litre EcoBoost en entrée de gamme et on a essayé le cœur de gamme qui est la 1 litre 5 EcoBoost de 182 chevaux, qui se caractérise par un couple assez élevé, donc c'est très agréable au niveau de la conduite. Là, pour le coup, si on a un dépassement à réaliser, on se retrouve pas avec les mêmes problèmes que ce qu'on a pu avoir avec la Lexus. Et pour finir, Ford reste encore très très axé sur la technologie, avec notamment en termes de nouveautés le Cross Alert, qui vous permet, lorsque vous faites une marche arrière, de vérifier qu'il n'y a pas un véhicule qui arrive sur le côté pour éviter des... On voit arriver ça de plus en plus. Stationnement. Et en parlant de stationnement, vous avez aussi tout ce qui est stationnement automatique. Vous laissez la voiture et elle va se garer toute seule et sortir de stationnement toute seule. Et pour finir, le système Sync2, dont on reparlera plus tard, qui vous permet, via la commande vocale, de piloter la musique et le GPS. On va essayer de voir ça effectivement pendant le mondial, l'auto connecté qui prend de plus en plus de place. Vincent, j'ai envie de dire, on reste très conservateur, on change pas une Formule Cayenne. La Focus, c'est une des voitures les plus diffusées au monde. C'est la voiture la plus vendue au monde, donc l'enjeu pour Ford est quand même très grand. Maintenant, ce facelift lui apporte beaucoup. C'est vrai qu'on a souvent moqué ce côté peut-être un petit peu Aston Martin, mais après tout, pourquoi pas copier ce qui est beau, hein. Aston Martin fait unanimement référence pour son style, donc cette Focus, elle est vraiment élégante. Sur ce que Driss disait en termes de technologie embarquée, moi j'ai envie de signaler également, et il y a quand même aujourd'hui que Ford qui est capable de proposer ça sur ses véhicules, Fiesta, Focus. Ce sont des voitures que vous pouvez confier à vos enfants en dégradant les performances. Il y a une clé de démarrage spéciale qu'on peut paramétrer et ainsi on peut dire de confier sa Focus bridée à 130 km/h à ses enfants. Et ça, je trouve que c'est vraiment une innovation de taille, parce qu'on sait que les jeunes permis sont parfois tentés ou exposés à certains risques. Et là, un constructeur qui œuvre en termes de sécurité vraiment active sur un véhicule, c'est à signaler. C'est peut-être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus novateur que de poser un radar au bord de la route pour finalement ramener ses enfants à la maison. Je crois que c'est ce qu'ils appellent le MyKey, et qui permet effectivement de brider les performances, de couper le téléphone pendant la conduite, d'empêcher le volume sonore d'être trop fort, etc., etc. Enfin, effectivement, plein de petites choses qui font qu'on est plus attentif à ce qui se passe devant et non pas ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Driss, je vais te poser une question. Si je te parle d'œil de Moscou, à quoi tu penses ? Tu me poses des questions comme ça si tôt le matin, toi. Ouais, alors l'œil de Moscou a de la surveillance. Alors c'est un petit peu ça. On va finir cette page consommation par un petit produit là qui vient d'arriver en France. C'est Road Vision qui fait ça. Ça s'appelle l'Aquila Vision. C'est ce qu'on appelle une dashcam. Alors les dashcams, c'est pourquoi je dis l'œil de Moscou, c'est parce que ce sont les Russes qui ont un peu popularisé ça. Ils ont commencé à installer ça sur leur voiture. Alors ça donne lieu aujourd'hui à des images au kilomètre sur YouTube d'accidents et de scènes plus ou moins cocasses ou parfois dramatiques qu'on peut voir. On en voit derrière moi à l'image, qui consiste donc à filmer la route. Et au départ, c'était pour simplement éviter la corruption des agents de police qui éventuellement pouvaient arrêter une voiture. Maintenant, ça sert aux assureurs pour essayer de définir les responsabilités en cas d'accident. Ça arrive tranquillement en France. Alors c'est pas une tendance lourde, mais c'est quand même une tendance qui existe. On peut penser que certains s'amuseront à filmer leurs exploits routiers avec, ce qui serait pas une bonne chose. Mais donc l'idée de cette Aquila Vision, c'est que on la place derrière le pare-brise, et dès qu'on met le contact de la voiture, la caméra s'enclenche automatiquement. Il y a strictement rien à faire. Les images sont stockées sur une petite carte SD qui peut aller jusqu'à 32 Go. Donc il y a quoi mettre du film. Ça enregistre en permanence la vitesse, la position géographique. Donc et également la date et l'heure, bien sûr. Donc en cas d'accident, les images sont horodatées et géolocalisées. Il n'y a plus trop de contestation possible si jamais se produit quelque chose devant soi. Alors ça, c'est l'image que donne, on la voit derrière moi, que donne cette petite caméra que je vous montre. Alors je la mets volontairement pas plein écran, je vous explique pourquoi. C'est que je n'ai pas flouté les plaques d'immatriculation ni quoi que ce soit, donc je ne peux pas m'immiscer dans la vie privée des gens. Et Laurent, je crois que ça, c'est un point d'achoppement en Allemagne également sur les dashcams.
Oui, tout à fait. Récemment, la presse a publié des communiqués émanant de la police. Et la police demandait expressément aux gens d'arrêter de leur envoyer des vidéos qui n'exploiteraient pas les vidéos des dashcams. Alors, pourquoi ? C'est tout simple. Son usage est contraire à la loi fédérale du 20 décembre 1990 sur la protection des données. Donc, on se dirige probablement vers une interdiction pure et simple des dashcams en Allemagne. C'est intéressant parce que il y a un débat qui est presque au niveau européen pour installer ça ou des boîtes noires dans les voitures. Donc l'Allemagne a déjà pris un parti clairement contre. Vincent, sur ce phénomène-là, t'as un avis ? Moi, je pense que ça peut avoir une utilité pour certains très gros rouleurs ou les gens qui sont tout le temps en ville, qui vont se retrouver peut-être avec quelqu'un qui grille un stop ou un refus de priorité. Maintenant, il y a évidemment le problème que vous avez, toi et Laurent, signalé, qui est l'accès aux données personnelles. Comment faire effacer le passage de ta voiture sur toutes les dashcams que tout le monde va t'enregistrer. Oui, il y a un gros problème de liberté individuelle et là-dessus, je pense que ce sera insoluble dans les pays européens. Alors ça ne filme pas l'intérieur de la voiture quand même. Non, alors on peut la mettre à l'envers si on a envie, hein. On peut filmer l'intérieur de la voiture. Ça pourrait d'ailleurs servir à surveiller des clients un petit peu indélicats à l'arrière des taxis ou des VTC. Alors la position, on va dire législative en France sur le sujet est pas clairement définie, c'est-à-dire qu'on a le droit de les utiliser. Le début d'un commencement de preuve, la preuve est libre en France, hein, donc on peut très bien fournir ce genre d'image à son assureur ou aux autorités qui peuvent, la justice peut décider ou non de les recevoir comme des objets à valeur probante. La CNIL, elle recommande de effectivement flouter les plaques. Pour l'instant, je connais pas de produit qui le fasse automatiquement. Donc voilà, on peut les utiliser et après à voir si c'est utilisable ou non. Vincent, merci d'avoir été avec nous pour cette première partie. Je sais que tu es un petit peu pressé, on t'a retenu peut-être plus que de raison. On se retrouve dans une minute pour notre débat VTC, taxi. À tout de suite. À bientôt. Voilà, de retour dans le garage pour la deuxième partie de cette émission avec un sujet qu'on suit depuis longtemps, depuis même le début du garage, hein, j'ai envie de dire, qui concerne on va appeler ça une guerre parce que c'en était quand même une entre ce qu'on appelle les VTC et les taxis. Alors l'objet de la discorde, c'était simplement, on va dire, une facilitation qu'avait le gouvernement précédent pour permettre aux véhicules de tourisme avec chauffeur d'évoluer et d'exister. Parallèlement à ça, la technologie a évolué et on a vu apparaître des sociétés comme Uber ou Snapcar que représente ici Yves Wesselberger. Bonjour. Bonjour. Donc qui ont pu prospérer, se développer grâce à la technologie et au smartphone. C'est surtout grâce à la technologie et au smartphone. Certes, la loi dont vous parlez, qui est la loi Novelli, qui a permis l'apparition des VTC, joue un rôle, mais bien moins important que la technologie. Et alors, donc, pour débattre avec vous, Christian Delhommel, président de la Chambre syndicale des artisans du taxi, et qui, vous, n'étiez pas du tout d'accord avec, on va dire, ces nouveaux moyens de transporter des clients. Pas du tout, non, vous n'êtes pas... Non. Je schématise volontairement. Vous schématisez, d'accord, non. Il faut savoir aujourd'hui que nous avons, nous aussi, une application à l'initiative de la mairie de Paris, aujourd'hui 1er octobre, qui s'appelle Paris Taxi, qui est une application smartphone gratuit pour commander un taxi directement à la station de taxi. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que justement j'ai téléchargé l'application Paris Taxi Pro. L'application Paris Taxi Client n'était pas encore disponible. Pro, donc vous n'êtes pas un pro. C'est pour les professionnels. Donc seuls les taxis peuvent télécharger cette application. Voilà, mais alors voilà, c'est là-dessus que, puisque vous embrayez directement là-dessus, on va en parler tout de suite. C'est bien d'avoir l'application Pro, mais quand est-ce que l'application Client arrive ? Elle va être présentée aujourd'hui à la presse et lancement pour les clients avant la fin de la semaine. Alors on voit à l'écran ce que la partie pro, donc le taxi s'identifie, ouvre un compte, en fait, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, il met son numéro, donc son nom, son prénom, son adresse email et surtout son numéro de CDC. Donc c'est vraiment un taxi parisien qui va s'inscrire. J'insiste, c'est un taxi parisien qui va s'inscrire sur cette application.
Très bien. Alors à partir de là, cette application, puisqu'on est dessus, va lui permettre de faire quoi ? Eh ben, il va se positionner en station et il se mettra libre. Et un client ou un touriste saura automatiquement qu'il y a un taxi de libre à une station. D'accord. Donc une fois que le client aura pu lui télécharger cette fameuse application Paris Taxi client, oui. Voilà. Donc qui arrivera, donc sera mise en ligne a priori aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Très bien. Donc finalement, c'est un petit peu la reconnaissance d'un modèle qu'on vous impose quelque part. Non, qu'on m'impose pas. Ça fait 4 ans que je réclame, parce qu'il vous a pas échappé que nous sommes au service du public, nous sommes une profession réglementée, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Donc ça fait 4 ans que je réclame au pouvoir public une application smartphone. Bien avant ces histoires de VTC ou tout ça, ça fait plus de 4 ans. La mairie de Paris, au bout de 4 ans, lance cette application. Alors, fallait-il que ce soit la mairie qui le fasse ? Les centrales de réservation en ont fait déjà depuis un certain temps. J'en ai trouvé qui agrégeaient également alors peut-être un peu brouillonne, je ne sais pas, mais qui agrégeait qui voulait. Je pense, j'ai plus le nom en tête, mais qui permettait de géolocaliser des taxis affiliés à cette application. Oui, mais non, je vous parle d'une application gratuite. Le taxi et le client ne vont pas payer pour servir de l'application smartphone. Le taxi ne va pas reverser un centime d'honoraire à l'application ou à la mairie de Paris. C'est une application gratuite qui coûte 0 € et 0 centimes pour le taxi et le client. C'est une grosse nouveauté. Vous parlez d'application smartphone radio ou pour nos amis VTC, le taxi doit payer. Très bien. Alors, donc le principe de l'application VTC, on le connaît, on en a déjà parlé plusieurs fois. Alors, le 18 septembre, si je ne dis pas de bêtises, a été adopté définitivement ce qu'on va appeler la loi Thévenoud. Oui. Même si le rapporteur avait quitté la pièce au moment du vote, pour les raisons qu'on sait. Alors, il y a énormément de choses dans cette loi. Alors, on va pas toutes les passer en revue parce que ça prendrait trop de temps. Mais alors, juste un des premiers points d'achoppement, c'était justement de permettre aux taxis d'accéder au marché de la maraude électronique. C'est le cas. Voilà. On a donné des outils modernes avec le data aussi. Voilà, donc, ça c'est important. Par contre, c'était interdire au VTC de le faire. Moi, je suis pas. Non, j'ai été plus loin. Moi, j'ai demandé à Monsieur Thévenoud, au sénateur et à l'Assemblée quand nous avons été reçus. Nous sommes pour la géolocalisation de tous les transports de personnes. J'ai demandé que tous les taxis soient obligatoirement géolocalisés, mais aussi nos amis VTC, les transports de 2 roues. Comme ça, on verra à un moment donné qui stationne illégalement dans la rue. C'est tout simple. Yves, sur la maraude électronique et les applications, aujourd'hui, la loi a changé pour vous, hein, c'est-à-dire que le client qui veut commander son VTC ne sait plus où il est. Oui, alors il faudra quand même voir les décrets d'application pour voir ce qui sera exactement autorisé, exactement permis. Moi, je conteste complètement le terme maraude électronique. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Thévenoud a appelé ce principe-là maraude électronique quelque part pour l'interdire ou en tout cas interdire certaines choses au VTC, alors que ça n'a rien à voir avec la maraude au sens où les taxis font de la maraude. La maraude, ça a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous hélez dans un taxi dans la rue, vous n'appelez pas G7. Vous hélez un taxi dans la rue. Bon, cette première caractéristique est évidemment pas celle des VTC ou de Snapcar. La deuxième caractéristique, c'est que quand vous hélez une voiture dans la rue, vous la choisissez. Quand vous vous adressez à un opérateur tel que nous, vous ne choisissez pas le véhicule. Vous adressez à un intermédiaire qui va vous servir avec le véhicule le mieux placé ou celui qui est le mieux disponible pour vous servir. Et la troisième caractéristique, c'est que dans la maraude, le client est inconnu, c'est un inconnu qui commande, alors que dans Snapcar, le client est parfaitement connu, c'est un client qui s'est enregistré et qui fait une réservation. Par conséquent, le terme de maraude électronique, moi je ne l'utilise pas, voilà, et parce que je pense qu'il crée de la confusion plus qu'il éclaire les choses, et il fait croire en quelque sorte que ça a un rapport avec le fait d'arrêter un taxi dans la rue. Alors sur l'ensemble de la loi, on va dire qui a été adoptée, j'imagine qu'il y a des choses qui vous agréent, il y en a d'autres qui vous agacent, mais par contre on a l'impression que vous avez quand même réussi finalement à trouver un terrain d'entente parce que les chauffeurs de taxi ne sont pas trop manifestés après le vote et vous non plus.
Alors, d'abord, nous sommes des démocrates, on vit dans un pays où le Parlement légifère et où la loi s'applique à tous. Donc, on dit simplement, on fait le constat que cette loi a été votée. Ça ne veut pas du tout dire qu'on trouve cette loi bonne. Cette loi a quelques éléments qu'on trouve plutôt aller dans le bon sens, y compris les éléments qui s'appliquent au VTC, d'autres qui s'appliquent au taxi, et là je laisserai monsieur Delhommel dire s'il les apprécie ou pas, mais moi je les trouve pas mal. Et puis il y a des éléments qui sont tout à fait inacceptables. Alors sur les éléments qui sont inacceptables, on pourra revenir sur certains d'entre eux. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre de voir d'abord les décrets d'application, c'est-à-dire voir comment ils vont se présenter exactement, et ensuite voir comment, en respectant la loi, on peut continuer d'opérer dans des conditions qui sont satisfaisantes. Après, il reste encore également des recours si on estimait que certains éléments de la loi étaient par exemple non conformes à la Constitution. Ces éléments inacceptables, par exemple. Citez-moi 1, 2. Oui, alors les principaux sont, alors vous en avez cité un tout à l'heure, celui qui nous interdit d'afficher dans nos applications clairement les véhicules disponibles, etc. C'est pas quelque chose qui empêche d'opérer, mais c'est quelque chose qui diminue l'attractivité de ce que nous proposons à nos clients. Il y a un élément plus grave, qui est le fameux, vous avez suivi, je crois, amendement 116 à cette loi, qui dit qu'entre deux courses, un VTC devrait retourner dans un endroit qui est soit son siège social, soit un parking qui ne se trouve pas sur la loi publique. Alors il y a une exception qui a été introduite par le Sénat dont on ne comprend pas très bien la portée, qui est sauf s'il y a un contrat avec le client final, etc. Cette disposition nous semble toujours très grave et donc nous ne l'acceptons absolument pas. Et si elle devait être appliquée rigoureusement, c'est-à-dire si les forces de l'ordre mettaient effectivement des contraventions à des VTC sous prétexte qu'ils stationnent dans des endroits autorisés, mais sur la voie publique, on s'intéresserait à la constitutionnalité de cette disposition. En gros, la loi veut interdire au VTC de prendre une place de stationnement qui te met un ticket dans le parc-mètre. C'est votre avis là-dessus, Je monsieur rappelle Delhommel ? que les grandes remises auparavant et les VTC, c'est une course au forfait, avec un prix défini à l'avance, et non pas un prix au kilomètre, comme je vois sur certaines applications du style Snapcar, où il y a un prix au kilomètre. On fait du prix au forfait. C'est illégal le prix au kilomètre. Vous avez un prix au kilomètre sur votre site, monsieur. Regardez, prix au kilomètre. Bon, donc le prix au kilomètre est interdit, c'est un forfait. Ça, vous êtes en droit de prendre demain pour aller à l'aéroport un taxi ou un VTC, mais le VTC, il faut qu'il vous dise le prix. Auparavant, 70, 100 ou 80 euros. Voilà, c'est ça le prix du VTC. Le taxi, c'est le prix compteur. Donc c'est pour ça que dans la législation, bien sûr, le gouvernement n'a aucune raison d'autoriser des VTC à rester sur la voie publique, puisqu'ils doivent être commandés au préalable et un VTC, un prix au forfait. Vous êtes en droit d'avoir un prix au forfait, c'est tout. Et en quoi ça implique d'interdire le stationnement sur des places autorisées ? Pourquoi faire ? Pour trouver des clients ? Pour marauder ? Mais non, c'est pas acceptable. Non, respectons la loi. Nous demandons le respect de la loi. Vous savez que nous sommes une profession très réglementée, donc appliquons la loi. Pourquoi sur votre site Snapcar, il y a un prix au kilomètre ? C'est illégal ? Vous n'avez pas le droit. Alors, nos prix sont forfaitaires, je ne sais pas si c'est notre cas. Si, dans la rubrique, il y a un prix au kilomètre, monsieur. Oui, non, je vais juste répondre si vous me le laissez. Nos prix sont forfaitaires, nos prix ne deviennent eurokilométriques que quand les clients demande au VTC des prestations supplémentaires ou de s'arrêter ou d'attendre. Dans 80% des cas, nos prix sont forfaitaires. Et là, on a été contrôlé sur ce point par la DGCCRF qui a trouvé ça tout à fait correct. Et d'ailleurs, dans la nouvelle loi à ce sujet, il y a une disposition particulièrement curieuse aussi dont on a moins parlé, qui dit que même dans une prestation qui serait par exemple une mise à disposition de plusieurs heures, ce qui est une prestation classique, on va dire, de VTC, compter les kilomètres, faire de l'eurokilométrique serait interdit. C'est-à-dire qu'on interdirait aux VTC de faire des prix qui ont un rapport avec leur coût. C'est-à-dire, si vous prenez une voiture 4 heures, par exemple, il faudrait faire le même prix si on va à Lyon ou si on bouge pas, et ça nous semble là aussi extrêmement absurde et probablement inconstitutionnel. Le forfait est quelque chose qui existe, qui a été mentionné dans la loi pour les taxis. On cherche à forfaitiser également la course, notamment vers les aéroports, sur autre chose. Quelque chose qui... Vous êtes pour ça ou pas ? Non, je suis opposé. Aujourd'hui, le forfait, c'est au détriment de qui ? Est-ce que si c'est au détriment du chauffeur, vous ne l'aurez qu'une fois la course, vous ne l'aurez jamais deux fois. Aujourd'hui, un prix forfaitaire est toujours au bénéfice de celui qui vous propose. Quand vous faites le plein à une station-service, est-ce que vous êtes déjà arrivé quand vous allez payer en disant vous avez pris un prix au forfait, je vous compte 60 euros. Ah non, il n'y avait que 44 au compteur. Non monsieur, c'est 50 euros, c'était marqué le prix au forfait. Donc nous sommes pour le prix le plus juste qui est un compteur. Je rappelle que dans tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, il y a un taxi avec un compteur qui est le juste prix pour le client. On trouve dans certains pays des forfaits centre-ville, aéroport, je pense notamment à New York. Oui, alors avec des voies de bus taxi réservées où on peut rouler. Je vous rappelle qu'à New York, Manhattan, il est interdit de stationner.
Hein, donc nos amis VTC seraient bien embêtés parce qu'ils n'ont pas à stationner. Donc ils sont obligés de rouler toute la journée. Est-ce qu'aujourd'hui on va faire pareil à Paris? On va interdire aux véhicules de stationner dans Paris, je dis bien tous les véhicules, et les taxis et les voitures vont rouler toute la journée. Alors sur les forfaits taxis, c'est pas un élément de la loi, je crois. Hein. Ça sera éventuellement des décrets ultérieurs, mais cela dit. C'est bon pour les taxis. Donc si les taxis le refusent, on est ravis. Non, monsieur, c'est pas bon pour les taxis. Ne prenez pas pour une truffe, nous, les taxis. Parce que quand vous dites que c'est bon... Non, je termine. Les clients un prix décrété par le préfet de police, vous allez bien me comprendre. Donc aujourd'hui, vous pratiquez 50 € un forfait pour aller à Orly. Imaginez demain que le taxi décidé par le préfet, ça soit 45, et nos amis VTC se mettront à 44. Je suis ravi que vous le refusiez. En tout cas, ça va nous donner plus de clients. Oui, c'est ça. Laurent, en Allemagne, je crois que la situation VTC taxi est tout autre. Hein. Oui, ça s'envenime, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça devient très très compliqué la situation. En fait, Uber est arrivé sur le marché en 2013 et c'est surtout depuis cet été que la société multiplie les actions en justice, etc. Enfin bon, il y a de gros problèmes entre d'un côté Uber et puis la fédération de taxi allemande. Alors, explique-nous un petit peu de quel ordre sont ces problèmes. Alors, c'est très simple. La fédération de taxi en Allemagne reproche à Uber de faire tout simplement une activité de taxi déguisée, voilà, et de ne pas remplir les obligations légales. Qui serait donc ? Qui serait d'avoir... Alors, je vais vous énumérer. Par exemple, la loi exige une licence de transport de personnes, un taximètre étalonné, une assurance adéquate, une visite au TÜV une fois par an. Or, Uber ne remplit pas du tout ces demandes-là. Alors, est-ce que le débat est clos ou bien est-ce qu'on cherche quand même un compromis ? Non, il y a pratiquement pas de débat parce qu'à chaque fois qu'une décision de justice est prise, notamment comme ça a été le cas à Hambourg ou à Berlin, Uber passe outre et continue ses activités. Alors, même à l'heure actuelle, le 2 septembre, le tribunal de Francfort a suspendu l'autorisation de Uber Pop sur tout le territoire et Uber Pop risque 250 000 € d'amende par course. Et je suis sûr que si aujourd'hui dans Düsseldorf vous cherchez via l'application quelqu'un pour vous emmener d'un point A à un point B, vous le trouverez facilement. Juste précise ce que tu as parlé de TÜV, précise ce que c'est pour nos amis téléspectateurs francophones. Oui, c'est notre contrôle technique en fait. D'accord. Voilà. En Allemagne, je crois que le tarif des taxis ne sont pas non plus définis de la même manière qu'en France. Hein. Voilà, alors c'est aussi pour ça que Uber a beaucoup de succès en Allemagne. Alors, la situation est très compliquée. Alors, vous avez l'ADAC, qui est l'Automobile Club allemand, qui a soulevé ce problème. Alors, l'ADAC, c'est environ 18 millions d'adhérents, pour vous donner une idée. Les Allemands aiment la voiture. En fait, il existerait 800 tarifs différents dans toute l'Allemagne. C'est kafkaïen et on a du mal à voir clair dans cette grille tarifaire. L'ADAC demande explicitement ce qu'il y ait une régularisation des tarifs et en attendant, Uber joue là-dessus pour proposer des services discount. D'accord, donc c'est un petit peu le phénomène inverse de chez nous où le VTC est réputé toujours légèrement plus cher que le taxi avec un service différent. Cette notion de service, est-ce qu'elle a pas des VTC, est-ce qu'elle n'a pas réveillé un peu les taxis, très honnêtement? Alors il y a une notion de service important en ce qui concerne Uber, parce qu'il ne vous a pas échappé que la société Uber est basée en Hollande. Et que cette société n'est pas obligée de reverser la TVA à l'État français. Parlons du point 10% de spoilé. Parlons du point de vue du client. Du client. Alors, le service. Est-ce que vous croyez qu'une petite bouteille d'eau pour aller à Roissy, aéroport Charles de Gaulle, à 80 €, est-ce que le client s'y retrouve? Si le client est demandeur du service... à 80 € pour aller à l'aéroport, oui, peut-être, il lui faut une petite bouteille d'eau. Alors là, il y a d'autres collègues taxis qui se dirigent vers cette prestation. Il faut oublier que le taxi, c'est aussi un transport populaire. C'est le véhicule qu'on prend dans la rue. On transporte des personnes malades avec les taxis conventionnés. On fait des courses à 6-7 € dans Paris. Il ne faut pas l'oublier, ça.
Hein, c'est pas une course forfaitaire à 80 €. Pour ma part, c'est je des pense petites courses. Pour ma part, moi, je pense que la concurrence fait du bien à tout le monde. Et j'ai entendu aussi, moi, à plusieurs reprises, que les taxis avaient progressé depuis que les VTC existent. Et j'en suis ravi. C'est-à-dire que l'offre de transport, enfin, la demande de transport est telle que l'objet, si vous voulez, de l'existence des VTC, c'est pas d'éliminer les taxis. C'est d'augmenter l'offre de transport globale en région parisienne et dans toutes les grandes agglomérations. Donc, en effet, enfin, je crois qu'il n'est pas niable que, dans un certain nombre de cas, la prestation qui est offerte par les taxis aujourd'hui s'est améliorée et que c'est une bonne chose pour tout le monde. J'ai remarqué, moi, c'est vrai que la prestation, il y a du changement au niveau des taxis, notamment, je suis souvent à l'aéroport et on les voit maintenant effectivement porter des costumes, des chemises. En revanche, il y a toujours un problème. Je vais prendre mon cas particulier. J'habite à 2 minutes de l'aéroport et malheureusement, il arrive encore que je me fasse refuser par des taxis parce que la course est pas assez importante. Vous savez que c'est interdit. Le taxi n'a pas le droit de vous refuser une course. On le sait bien. Alors imaginez demain appeler un VTC qui effectivement vous prendra généreusement pour 80 € pour vous emmener à côté de chez vous. Non, c'est faux, vous le savez bien. C'est interdit, mais c'est fait tout le temps d'être refusé par des taxis, vous le savez fort bien. Bon, c'est quelque chose qui arrive. Bon, c'est pas tellement l'objet de la discussion, mais oui. Bon, d'expérience, ça m'est arrivé aussi. Donc voilà, ça nous est arrivé à tous. Ça arrive à tout le monde. Alors il y a d'autres choses. Très rapidement, la couleur unique. Vous êtes pour ? Non, pas spécialement, parce qu'aujourd'hui nous avons des lumineux verts et rouges sur le toit qui remplissent bien leur office. Et si une couleur unique devait arriver, ça serait gris ou noir. Bon. Je pense pas que ça ferait un plus. C'est marrant, les taxis refusent tout ce qui est bon pour eux. On a de beaux jours devant nous. La couleur unique, c'est un magnifique vecteur marketing. Ouais, vous avez raison. D'ailleurs, on voulait imposer avec Monsieur Thévenoud la couleur pour les VTC jaune et rouge à petits pois. C'est fantastique. C'est un vecteur fantastique. Refusez-le, il n'y a pas de souci. Non, mais j'impose rien au VTC. Bon, j'aurais aimé avoir une demi-heure encore pour parler avec vous de tout ça. En tout cas, merci. D'être venu nous parler un petit peu de ce qu'on espère être un peu l'épilogue du point de vue du client. Vous ferez comme vous voudrez entre vous après. C'est peut-être l'épilogue, l'avenir le dira. Ouais. Donc il me reste à vous remercier. Yves Wesselberger, merci à vous. Merci. Christian Delhommel, merci également. Merci à vous. Laurent R à Düsseldorf, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Tu reviens quand tu veux. Driss, on se retrouve très vite pour le mondial. Oui, tout à fait. On va avoir pas mal de boulot pour vous préparer une très belle émission. Voilà, et je remercie également Vincent Bocuse-Jamelin, qui est donc parti vers d'autres essais. Notre ami Benjamin Vincent, derrière la vitre. Et puis, écoute, la prochaine fois, on attendra un avion plutôt pour toi, Driss. On se retrouve très vite donc sur l'antenne de Watch pour notre émission spéciale mondiale. D'ici là, les programmes continuent sur Watch. Bye bye, à bientôt.